Depuis longtemps, Casablanca garde un potentiel économique important. Par suite, de nombreuses sociétés étrangères viennent investir et installer des succursales afin de s'implanter durablement dans le marché financier marocain. L'année 1929 marque un événement important dans l'industrie marocaine parce qu'à cette époque-là, la production du sucre s'industrialise au Maroc grâce à l'initiative de la société française Saint-Louis de Marseille. Et par suite, la raffinerie de Casa a vu sa naissance. Avant, le sucre était importé. Je ne parle pas du travail artisanal fait par des artisans dans différentes régions. À noter aussi qu'à cette époque-là, le Maroc était sous protectorat français. 3 ans plus tard, soi-disant en 1932, alors que l'usine est encore en chantier, l'architecte Edmond Briand entreprend la construction de la cité ouvrière Cosima. Ça s'appelait au début Cosima, Compagnie sucrière du Maroc. Donc, pour objectif de créer une chaîne de production qui travaille 24/24, soi-disant 3x8, la gestion de nouveaux ouvriers s'impose, vu le nombre important. Ces nouvelles populations ouvrières venues des régions éloignées, donc on peut citer les ouvriers viennent de la région de Meknès, Sousse, Bni Mellal, Marrakech et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on peut voir sur le plan, il y a la rue Meknès, il y a la rue Marrakech, la rue Bni Mellal et ainsi de suite. Donc ces gens, ils doivent donc être rapidement logés à proximité de leur lieu de travail. La cité ouvrière, c'est un ensemble concerté d'habitats ouvriers, monofamilial. Elle constitue à l'origine une zone essentiellement résidentielle, exclusivement destinée aux ouvriers du même usine et à leurs familles. La cité doit être accompagnée d'équipements collectifs. C'est normal, ça doit être une entité à part entière. À l'époque, créer une cité ouvrière à proximité de son usine n'est pas simplement une œuvre charitable. C'est avant tout un calcul de rentabilité du travail. Il permet en effet de garder à proximité du lieu de production une population qui est réputée très mobile et ainsi de conserver le plus longtemps possible les bénéfices d'une main-d'œuvre généralement très qualifiée. Donc on a intérêt à garder l'expertise de ces ouvriers qu'ils ont acquis au fur et à mesure dans le temps. Cette population est attirée par des logements confortables à cette époque-là, mais aussi elle est attirée par de nouveaux équipements financés par la société. Donc on peut citer à la cité Cosimar, il y avait un dispensaire, il y avait des boutiques, il y avait des fours, des hammams, etc. Cet aspect social attire de plus en plus les ouvriers. Pour la société, ça c'est d'une part. D'autre part, pour la société, c'est un moyen de contrôler la vie de l'ouvrier en orientant totalement sa vie dans et hors de l'usine. L'entretien général de la cité se faisait par la Cosimar. Donc c'était un entretien permanent. L'architecte Briand garde la même originalité de toutes les cités ouvrières qu'elle a conçues, telles que la Farche, Sousseka, à titre d'exemple, à Casablanca. Mais la cité Cosimar est celle dont l'esthétique et l'organisation se rapprochent le plus de celle de quartier des Habous, construit avec Auguste Cadet de 1922 à 1954. La Cosimar décide en effet d'installer ses ouvriers au plus près de leur lieu de travail. Il fait construire de véritables cités ouvrières sous la forme d'un urbanisme complet avec tous les équipements nécessaires.
donc réservée aux salariés musulmans, la cité est construite en plusieurs étapes. En 1936, il compte 330 logements et loge déjà 1500 personnes. La hiérarchie des 70 logements initiaux marquait le statut des habitants. En 1939, la construction est interrompue face au refus des ouvriers de s'acquitter de loyer mensuel. Cependant, face à la demande en logement des ouvriers, un bidonville de 80 logements fut édifié sur les espaces libres. Donc c'était l'époque des petits conflits entre la société et les ouvriers. En 1951, on comptait 450 logements dans la cité. Cette cité est protégée par une enceinte. On pouvait y accéder, donc il est clôturé. On pouvait y accéder grâce à 2 portes situées à chaque extrémité, dont l'une est ornée d'entrelacs sculptés. Les logements constituaient en majorité d'une grande pièce, d'un patio où se trouvent les coins, cuisine et toilettes, sont accessibles dans les impasses par des entrées en contreverse qui sont décalées les unes par rapport aux autres. C'est afin d'éviter les vis-à-vis et les intimités des maisons. Les rues sont rythmées par des arcades servant de support à des pergolas. Donc c'est des petits jardins à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, ces pergolas sont disparus grâce à l'augmentation des membres des familles. L'ensemble est équipé de boutiques, de 2 fours, de hammams et d'un dispensaire. Les habitants disposent de l'électricité et de tout à l'égout, mais l'eau est acheminée par une série de fontaines ouvragées et décorées de zeliges. On comptait un nombre de 7 fontaines. En 1937, la mosquée de la cité Kousimar était inaugurée par feu le roi Mohammed V. C'est ce que racontaient les premiers habitants de la cité. Cette cité est toujours occupée par les ex-ouvriers, aujourd'hui, qui sont retraités aujourd'hui. Entre cette cité et l'usine se trouvaient des habitations pour les directeurs et les cadres, également réalisées par l'architecte Briand. La Kousimar menait en effet une politique paternaliste envers leur main-d'œuvre. Il s'agit de prendre en charge chaque instant de la vie de l'ouvrier pour assurer son bien-être, mais aussi pour mieux le contrôler. L'objectif, c'est la plus grande production possible. Au sein de la cité, tous les équipements d'une petite ville y étaient présents. Les places étaient bordées de boutiques et les habitants bénéficiaient de services de proximité. Donc il y a la mosquée, l'école coranique, four commun, pressaria et ainsi de suite. Afin de respecter l'architecture marocaine traditionnelle et pour préserver l'intimité des ménages. Les maisons dotées de patios étaient abritées par des murs aveugles et s'ouvraient sur des impasses. Les portes étaient sculptées, les fontaines ornées de zeliges et de petits espaces étaient présents. Ça, c'est une vue globale de la conception de la cité.